Ces expériences ont permis de conclure que au moins une activité est intellectuelle, c'est-à-dire qu'au plus un travail est de nature répétitive et ne nécessite pas de mobiliser de l'intelligence. On peut penser par exemple à un travail à la chaîne ou un travail dans lequel il faut appliquer une procédure qui a été définie et qui fait pas appel ou très peu appel à la réflexion. Donc, au plus une activité est de nature peu intellectuelle, au plus le facteur financier est un élément de motivation important. Plus simplement, on pourrait même traduire ça par le fait qu'un travail ennuyant, peu attractif, vous n'aurez pas envie de le faire, sauf si on vous paye pour. Et donc, dans le contexte d'un travail peu attractif, la motivation extrinsèque devra être plus importante que dans le cadre d'un travail qui est plus enrichissant sur le plan intellectuel, qui vous donne de l'autonomie, de la liberté, qui vous permet de faire ce que vous avez envie. Et là, la motivation intrinsèque est plus importante que la motivation extrinsèque, et donc le facteur financier devient un facteur de motivation moins important. Et donc, une conclusion naturelle est de fait de dire, mais en termes d'organisation du travail, si on veut que les gens soient performants parce que motivés, bien, il faut pouvoir leur donner un peu d'autonomie et ne pas être trop directif. Leur permettre, dans la mesure du possible, de participer à la définition de leurs objectifs. Ce qui donne du sens à leur activité, ce qui les implique davantage, ce qui augmente l'élément intrinsèque de la motivation. Mais alors, me direz-vous, est le salaire dans tout ça ? Bien entendu, il serait tout à fait erroné de conclure que le salaire n'est pas une source de motivation et que les gens ne vont pas travailler pour l'argent. Bien entendu, c'est tout à fait inexact. En revanche, ce facteur salaire va compter plus ou moins en fonction des moments de la carrière des salariés. Et notamment lors du recrutement, le salaire sera un élément très important. Si vous avez le choix entre une entreprise A et une entreprise B, à moins que vous ayez vraiment une très mauvaise image d'une des deux entreprises, l'élément qui va faire que vous allez choisir A plutôt que B ou inversement, ce sera très probablement le salaire qui vous est proposé par chacune de ces deux entreprises. Et de fait, pour une entreprise, avoir une politique de rémunération intelligente, donc c'est-à-dire qui soit efficace et motivante, est un élément de succès essentiel pour pouvoir attirer les talents. Et toujours dans cette même logique, le salaire doit donc être un salaire qui rémunère la performance dans le sens où elle rémunère une activité qui participe au succès de l'organisation, c'est-à-dire au succès de l'entreprise. Le défi pour une entreprise, et par conséquent pour son département de ressources humaines, va être de construire une politique de rémunération qui est attractive. Et elle sera d'autant plus attractive qu'elle répondra à un besoin. Or, en termes de rémunération, le besoin n'est pas toujours le même. Enfin, autrement dit, il varie en fonction des différents stades
de la vie. Alors vous me direz, c'est ridicule ce que vous racontez, tout au long de la vie, ce qu'on souhaite, c'est de l'argent. On a beau avoir 25 ans ou 55 ans, on souhaite toujours du cash. Mais en fait, il existe différentes manières d'allouer ce cash. Et par exemple, si à 23 ans, on vous propose un régime de retraite attractif, ça ne va pas vraiment vous paraître attractif parce que pour vous, la retraite est bien éloignée dans le temps. En revanche, bénéficier d'une voiture de société un peu rutilante vous paraîtra beaucoup plus attractif qu'un régime de retraite. C'est la raison pour laquelle, à nouveau, cette politique de rémunération que l'on veut attractive va devoir prendre en compte l'âge des salariés vis-à-vis de qui elle s'adresse, et cette politique sera d'autant plus attractive qu'elle permet en fait une certaine flexibilité en fonction de l'âge des salariés. Alors ici j'ai tracé une ligne du temps et on va imaginer donc une population salariée entre 23 ans et 63 ans, 63 ans étant l'âge de départ à la retraite. Évidemment, le raisonnement que l'on va tenir va être un peu caricatural, mais finalement pas très éloigné de la réalité. Je vais également aborder de façon arbitraire des stades différents dans la vie, mais donc il faut bien prévoir un moment le passage d'une période à une autre période en sachant que ceci doit s'adapter en fonction des cas individuels. Mais en tout cas, en début de carrière, si on considère un jeune collaborateur, lui, il sera intéressé par du cash et une voiture de société. En effet, le fait d'octroyer une voiture lors du recrutement d'un jeune collaborateur ou le fait de pouvoir bénéficier de cette voiture, donc d'avoir la perspective d'une voiture de société dans les 2 ou 3 ans qui suivent son engagement en cas de promotion, peut être un facteur, ou sera très certainement un facteur pour certains, donc d'attractivité. Ensuite, au fur et à mesure où les années passent, tout le monde prend de l'âge, et donc les salariés vont rentrer dans la trentaine. Et là, dans la trentaine, les projets d'avenir que l'on a sont un peu différents. En général, on va se marier, on va investir dans l'immobilier dans le sens où on va vouloir acheter une maison et donc contracter pour la plus grande majorité d'entre nous un emprunt hypothécaire qu'ils font rembourser, voire même avoir des enfants. Et donc, ces nouvelles données dans la vie des membres du personnel peut être l'occasion pour l'entreprise d'adapter sa politique de rémunération. Et par exemple, on voit dans le secteur bancaire, l'employeur et donc la banque offrir des facilités de crédit à son personnel. Et donc, qui est une manière de répondre aux besoins de financement des collaborateurs les plus jeunes. Mais aussi, par exemple, pour les gens qui habitent dans des villes où l'immobilier est relativement cher, si on pense à Bruxelles par exemple, donc le fait de pouvoir bénéficier d'un crédit de son employeur est à nouveau un élément d'attractivité de la politique de rémunération. Et donc aussi, une fois qu'on a, donc après l'arrivée des enfants, donc
se pose le problème de la gestion du temps. Il faut emmener les enfants à la garderie, ensuite aller au travail, ensuite retourner à la garderie pour ensuite arriver à la maison. Et donc tout ceci, ce sont des pertes de temps importantes. Et si l'employeur peut présenter une solution, donc comme par exemple une crèche au sein de l'entreprise ou proche de l'entreprise, à nouveau, donc, on a affaire à un employeur qui prend en considération les besoins de son personnel, essaye de trouver une solution pour faciliter la vie au quotidien du personnel, et c'est à nouveau un élément d'attractivité supplémentaire, ainsi que le fait de pouvoir bénéficier d'une conciergerie. Par exemple, c'est l'entreprise qui offre un service de blanchisserie. Vous déposez vos affaires, votre costume ou que sais-je, au bureau, et alors c'est l'entreprise qui gère toute la relation avec la société de pressing. Et c'est ici à nouveau, donc vous voyez, si vous avez une petite vingtaine d'années, vous venez de rentrer dans l'entreprise, vous êtes célibataire, on vous propose un service de crèche. Pour vous vous en moquez un peu. À la trentaine, à partir du moment où, si vous avez des enfants, donc c'est un élément de la politique salariale que vous trouvez intéressante. Ensuite, donc, le temps passe inévitablement, et donc commence à se poser d'autres questions. Donc, vous avez un petit pépin de santé, ou vous dites, tiens, j'aimerais bien épargner pour ma retraite, parce que c'est une question que vous commencez à envisager un peu plus sérieusement que précédemment. Et donc, c'est le moment où votre employeur peut vous offrir des assurances santé, des régimes de retraite. Elle peut aussi vous permettre d'acheter du temps libre. Par exemple, vous pouvez acheter des jours de congé en renonçant à des primes ou en renonçant à un bonus de performance. Vous achetez un peu plus de temps libre parce que vous avez un projet quelconque privé et vous avez envie de passer à ce moment-là un peu moins de temps au bureau et un peu plus de temps à la maison. Autrement dit, votre politique salariale est intéressante parce qu'elle est adaptative et qu'elle prend en compte les besoins des gens aux différents stades de la vie. Et donc tous ces éléments, en fait, nous ramènent à cette question qui est de comment définir une politique salariale globale attractive. Et pour répondre à cette question, il faut prendre en compte tous les éléments qui sont constitutifs de la politique salariale, tous les éléments qui sont constitutifs du salaire.